Mesdames et messieurs, nous avons tenu ce mardi la cérémonie officielle de célébration du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. Ce fut un moment particulièrement émouvant pour nous toutes et tous. Nous pouvons et nous devons être fiers de ce que nous avons accompli durant ces 70 années. Et nous tenons à célébrer cet anniversaire également dans cette enceinte. Sur la base de cet acquis et de cette expérience, nous sommes déterminés à répondre de la façon la plus efficace possible aux nouveaux défis auxquels les droits humains, la démocratie et l'état de droit doivent faire face sur notre continent. Qu'est-ce qui nous renforce dans cette conviction? C'est sans nul doute le caractère unique de notre organisation, en particulier son architecture institutionnelle. En effet, nous avons d'une part un comité des ministres qui représente les gouvernements de nos États membres et d'autre part une assemblée parlementaire qui réunit des parlementaires démocratiquement élus et qui reflète ainsi la diversité et la composition pluraliste de nos sociétés. Cette structure est inédite parmi les organisations multilatérales. Les autres assemblées parlementaires internationales ont un rôle différent et surtout des fonctions différentes de celles qui sont les nôtres et qui sont définies à la fois par le statut du Conseil de l'Europe et par nos conventions, notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est grâce à cet équilibre institutionnel unique que les gouvernements et les parlements assument une responsabilité partagée pour préserver l'acquis démocratique de l'Europe et les libertés et droits fondamentaux de chacune et de chacun. Je souhaite aujourd'hui, durant cette cérémonie, mettre l'accent sur le rôle que l'Assemblée a joué dans la construction européenne, car en tant que lieu de débat, de rencontre et d'ouverture, notre Assemblée a largement influencé la jeunesse du projet européen, lui permettant de se développer et de s'épanouir. Pour cela, je vous propose de remonter le temps et de voyager ensemble dans l'histoire de notre organisation à travers des déclarations et des discours des femmes et hommes qui ont porté le projet européen, sachant que bon nombre de ces déclarations visionnaires ont été prononcées dans ce même hémicycle. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un siècle après que Victor Hugo ait formulé ses réflexions, Sir Winston Churchill présentera en 1946 à Zurich sa vision de la réunification du continent européen, les États-Unis d'Europe. Il appellera alors de ses vœux la constitution d'un Conseil de l'Europe. We must build a kind of United States of Europe. In all this urgent work, France and Germany must take the lead together. Great Britain, the British Commonwealth of Nations, mighty America, and I trust Soviet Russia, for then indeed all would be well, must be the friends and sponsors of the new Europe and must champion its right to live and shine. Therefore, I say to you, let Europe arise. Le 5 mai 1949, le traité de Londres, signé par 10 pays fondateurs, entérine la création du Conseil de l'Europe, avec en point de mire la réalisation d'une union plus étroite entre ses membres. Pour Winston Churchill, l'une des principales raisons de fonder l'Assemblée était d'associer une Allemagne libre et démocratique aux démocraties occidentales. Ce sera chose faite en 1950. Très vite, les autres démocraties rejoindront notre organisation. En 1977, l'Espagne en deviendra le 20e membre, complétant ainsi le tableau occidental.
Al saludar a esta Asamblea, no puedo olvidar el papel decisivo que desempeñó en la adhesión de España al Consejo de Europa, con una actitud que en cierto modo rebasó moldes formales y temporales para hacer prevalecer la fe y la esperanza en el proceso de transición a la democracia en España. Mais le rideau de fer continuera à séparer longtemps des millions de foyers dont les cœurs sont avec nous, comme l'avait évoqué Winston Churchill ici même en 1949. 40 ans plus tard, les premiers jalons seront enfin plantés pour permettre au Conseil de l'Europe, avec l'aide de notre Assemblée, de réaliser ce qui était sa vocation, réunir toutes les démocraties parlementaires du vieux continent. Nous allons essayer ensemble d'être à la hauteur de l'idéal démocratique de ceux qui ont fait naître le Conseil de l'Europe. Nous allons aussi essayer de tendre la main, d'aider tous ceux qui, comme Lech, nous demandent d'affirmer avec force la supériorité du droit et de la liberté, et nous appellent à leur ouvrir la porte, j'allais dire, à leur ouvrir les bras. Во время встреч с европейскими лидерами в последнее время затрагивались вопросы и об архитектуре общего дома, и о методах его строительства, и даже мебелировки. Плодотворными и весьма масштабными были беседы на эту тему в Москве и в Париже с президентом Франсуа Миттераном. Но и сегодня я не претендую на то, что у меня в кармане готовый проект этого дома. Le Conseil de l'Europe et son Assemblée prennent acte du fait que la réunification européenne n'est plus une utopie. Les événements se précipitent à la fin de l'année 1989 et les Européennes et les Européens de l'Est et de l'Ouest voient enfin se réaliser l'unité du continent à laquelle toutes et tous aspiraient tant. Le rêve fondateur peut enfin être réalisé. Lors du 40e anniversaire de votre organisation, vous veniez d'accueillir un 23e État, la Finlande, l'Europe démocratique renaissait. Elle paraissait alors au complet. Et pourtant notre joie ne pouvait pas être entière, car il y avait l'autre Europe. Et je me souviens d'avoir alors exprimé notre refus de nous résigner à cette fracture. Für mich ist der entscheidende Grund schlechthin wichtiger als alle ökonomischen Daten, dass im 21. Jahrhundert in Europa wir in Frieden und Freiheit zusammenleben und nie wieder zurückfallen in jene Zeiten der Barbarei, die wir hinter uns gelassen haben. Wenn wir Frieden und Freiheit erhalten wollen, müssen wir den Weg zum geeinten Europa unumkehrbar machen. Wir brauchen dieses Europa als ein wetterfestes Haus mit einem stabilen Dach, in dem alle europäischen Völker nach ihren Bedürfnissen ihre Wohnung finden. Without dreaming of a better Europe, we shall never be able to build it. 12 hvězd ve vašem znaku nechápu jako výraz pyšného přesvědčení, že Rada Evropy vybuduje nebe na zemi. Nebe na zemi nebude nikdy. Těch 12 hvězd si vykládám jako připomínku, že může být na zemi o něco lépe, odvážíme-li se občas zahledět do hvězd. Děkuji vám za pozornost.
Mes chers et chers collègues, chers amis, nous venons de revivre quelques moments forts de l'histoire de notre organisation. Durant ces 70 dernières années, notre Assemblée a toujours été le moteur du processus d'unification européenne, de la construction de notre maison commune. Aujourd'hui, son rôle est d'autant plus important dans ce processus en tant que forum de dialogue et de débat politique au niveau de la grande Europe, comme l'a souligné hier le président de la République française, M. Emmanuel Macron, avant-hier d'ailleurs. J'aimerais dans ce contexte vous remercier toutes et tous pour votre engagement en faveur de notre Assemblée. L'Europe a besoin de votre énergie, de votre enthousiasme et de votre compétence pour relever les défis auxquels les droits humains sont confrontés à l'heure actuelle. J'aimerais aussi exprimer notre gratitude au personnel du Conseil de l'Europe et plus particulièrement aux agentes et aux agents du secrétariat de l'Assemblée parlementaire. Leur expertise, leur engagement et leur loyauté au service de notre organisation et de nos valeurs sont absolument essentiels à la poursuite de nos activités. Chers amis, nous sommes fiers aujourd'hui de notre maison commune. Pourtant, nous savons toutes et tous que malgré de solides fondations, elle est aujourd'hui fragilisée par l'érosion des valeurs qui en sont les fondements. Un vent de division souffle à nouveau sur le continent, affaiblissant la confiance mutuelle entre les États membres. La solidarité et la coopération cèdent la place au repli sur soi et à la peur de l'autre. Le spectre d'une idéologie nationaliste revient hanter et contaminer les esprits. Le pluralisme et le dialogue dans la société se heurtent de plus en plus souvent aux tendances autoritaires. Comment faire pour résister à ces tendances? Rappelons-nous toujours de notre histoire commune et des exploits que nous avons accomplis. Malgré les épreuves qui ont jalonné les années, nous avons continuellement su les surmonter. Il y a 70 ans, après 2 guerres mondiales dévastatrices, les peuples de l'Europe ont relevé le défi de reconstruire la paix. Face à une profonde crise des valeurs, ces femmes et ces hommes, forts de leur courage et de leur détermination, ont su retrouver la boussole morale servant à guider leur action. Les droits humains, la liberté et la démocratie, la justice et l'état de droit. Aujourd'hui, nous devons nous montrer à la hauteur de leur courage et de leur vision. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, l'opportunité s'offre à nous de donner un nouvel élan politique à notre organisation afin de continuer à défendre ensemble les droits et les libertés fondamentales de toutes les Européennes et de tous les Européens qui vivent dans notre maison commune. Je suis convaincue que notre Assemblée a tous les atouts pour relever ce défi et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour travailler dans ce sens. Je vous remercie. Et je donne maintenant la parole à Madame Maria Pejčinović-Burić, secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Merci, Madame la Présidente. Dear friends, after 70 years, the Council of Europe is our continent's leading human rights organization. We have common legal space in which common standards are agreed and applied. And this greater unity, this unprecedented degree of cooperation has created place for lasting peace. The European Convention and the European Social Charter are the reference point from which the rights of Europeans emanate. These are the basis of our wide range of legal instruments that defend and promote human rights, democracy, and the rule of law. On our 70th anniversary, we are right to reflect on the way in which all of this has transformed lives of people who live throughout our 47 member states. But we should also see our achievements as a signpost for the work that we must do. May's ministerial session in Helsinki made clear its determination to move forwards, finding new solutions to emerging issues and on the basis
of our shared values. Artificial intelligence, human trafficking for the purpose of labor exploitation, and the more effective application of social rights. All of these require new thinking and work that has already begun. Chers amis, notre organisation doit son succès au dévouement de celles et ceux qui travaillent en son sein et qui participent au travail de ses organes et institutions. Cela vaut pour le personnel extraordinaire, talentueux et professionnel qui est à son service. Cela vaut également pour les parlementaires qui ont, eux aussi, vous aussi, fait ce choix volontariste de faire corps avec la mission du Conseil de l'Europe. La contribution de cette Assemblée parlementaire restera déterminante pour nos réalisations futures. Je ne parle pas seulement des débats que vous tenez, des rapports que vous rédigez, ni des contrôles auxquels vous procédez, si essentiels soient-ils. Je veux aussi parler de votre capacité de promouvoir et mener à bien l'élaboration des nouveaux instruments, ceux-là même qui sont la clé de notre réussite. C'est ici qu'est née la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est ici aussi qu'est née la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. C'est aussi ici encore qu'est née quelques années plus tôt la proposition initiale d'une procédure de réclamation collective pour la Charte sociale européenne. Ces textes et bien d'autres témoignent de votre engagement et de votre capacité. Chers amis, lors de la création du Conseil de l'Europe, l'une des questions qui s'est posée était de savoir si cette organisation devait être intergouvernementale ou interparlementaire. La réponse a été de convenir qu'elle devrait être tout à la fois, l'une et l'autre, comme indiqué dans notre statut. Cette décision a été la bonne. La cause des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit est une cause qui doit être source d'unité et non de la division. Et en établissant des points entre gouvernement et parlementaires, nous obtenons de bien meilleurs résultats. Notre unité est ce qui a fait notre force ces 70 dernières années. Il faut qu'il en soit encore ainsi au moment où nous apprêtons à relever les défis à venir. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Alexandre Pojce, président du groupe du Parti populaire européen. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire générale, quand on lance une pierre dans la montagne, on ne peut prévoir si elle s'enfoncera sans bruit dans la neige ou si, en troublant le silence de l'immobilité et l'immobilité fragile des forces endormies, elle sera le commencement d'une avalanche. L'acte de Londres en mai 1949, en utilisant les propos prononcés par Jacques Chirac, fut un commencement d'une nouvelle histoire en Europe. 70 years ago, in destroyed by terrible war Europe, the great minds built a new order based on peace, democracy and the liberal economies. From today's perspective, the project implemented by 47 countries in Europe can be assessed as avalanche of success.
High standards of human rights pushed by the Council from the beginning have become a model for subsequent countries joining it. In the 90s, for all countries that were suffering under the occupation of the Soviet Union, after years of trampling morals, human rights and democracy, the system of values based on ideas of enlightenment and the Christian values was a compass of conduct, a ready recipe for democracy and the rule of law. At the time of its inception, the death penalty applied in most Council of Europe member states. In this regard, impossible has been accomplished. Forcing the abolition of the death penalty through nearly the entire Europe is a historical merit and the reason to be proud of the Council. The European Court of Human Rights directly affects the legislation of individual European countries, leading to the harmonisation of values. Monitoring democracy in the member countries is a great merit of our parliamentarians. The merit of the Venice Commission cannot be overestimated, which I myself, as a Polish citizen and parliamentarian, unfortunately, can testify. The Jubilee is always a reason to celebrate, but this 70th anniversary was associated with a serious financial crisis that posed a threat to the functioning of the Council and its institutions. The absence of the majority of Eastern delegation here today, is a proof of a deep fracture in the Assembly. We must strongly work to change it. We expect the new Secretary General not only to protect human rights and democratic order, but also to rebuild the unity of the Assembly and create the new Council of Europe structure that will not allow this venerable institution to be under financial threat anymore. Thank you very much. Je donne la parole à Monsieur Frank Schwabe, président du groupe des socialistes, démocrates et verts. Frau Präsidentin, Frau Generalsekretärin, liebe Richterinnen und Richter, liebe Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser so großen Organisation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Das ist ein Zitat von Primo Levi. Primo Levi war italienischer Schriftsteller und Überlebender des Holocaust. Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Das war die Motivation für ein Projekt von Schülerinnen und Schülern in meinem Wahlkreis, in der Realschule in Waltrop, und der Titel des Projekts war Wachsamkeitsprojekt. Und als ich da saß und mir das Projekt habe vorstellen lassen, da ist mir nochmal zu Bewusstsein gekommen, warum es diese Organisation eigentlich gibt, warum diese Organisation vor 70 Jahren gegründet wurde. Es war das Resultat von 2 Weltkriegen und den von Deutschen verübten Holocaust, zu sagen, nie wieder. So etwas wollen wir nie wieder erleben. Wir wollen die Würde des Menschen in den Mittelpunkt der europäischen Politik stellen. Es gab viele Phasen in den 70 Jahren dieser Organisation. Heute ist der Tag der deutschen Einheit, ein Teil dieser Phase. Wir haben die Phasen gesehen vorhin, die diese 70 Jahre ausgemacht haben. Aber wahrscheinlich treten wir erst jetzt in eine neue, zweite Phase ein dieser Organisation, weil es nämlich so war, dass in den letzten 60 oder 70 Jahren alle Länder Mitglieder des Europarats geworden sind, um mehr Demokratie zu bekommen, um mehr zu tun für Menschenrechte, um ihre Rechtsstaatlichkeit mithilfe des Europarats weiterzuentwickeln. Aber leider haben wir seit einigen Jahren eine gegensätzliche Tendenz. Es gibt manche Mitgliedstaaten, die all das in Frage stellen. Und das muss uns herausfordern, neue Antworten zu geben und eben umso beharrlicher zu arbeiten. Wir sind dabei, einen neuen Mechanismus zu entwickeln, dafür, wie wir mit den Staaten umgehen, die sich eben nicht an die Regeln halten und die fundamentalen Werte verletzen. Wir müssen uns dem Thema der Korruption stellen. Diese Versammlung wurde im Kern getroffen und wir haben uns dieser Frage gestellt, aber wir sind noch nicht am Ende. Und wir müssen organisieren,
das ist gerade schon angesprochen worden, dass wir diese Organisation auch vernünftig finanzieren. Zero Nominal Growth bei Menschenrechten kann es nicht geben, und das müssen wir den nationalen Regierungen klarmachen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein absolutes Privileg, Mitglied dieser Parlamentarischen Versammlung zu sein. Wir haben den Auftrag, mit allen anderen Institutionen dieser Organisation 820 Millionen Menschen zu schützen. Im Übrigen ganz gleich welcher Nationalität. Bei der Europäischen Menschenrechtskonvention sind alle Menschen gleich. Und ich ermuntere uns, der Versuchung zu widerstehen, hier das abzubilden, was unsere nationalen Regierungen miteinander diskutieren. Es gibt das Ministerkomitee, dort können die nationalen Regierungen diskutieren. Die Europäische Menschenrechtskonvention unterscheidet nicht zwischen Franzosen und Deutschen, zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, Ukrainern und Russen, sondern es sind alle gleich vor dieser Europäischen Menschenrechtskonvention. Zum Schluss will ich danken den Richterinnen und Richtern für ihre beharrliche Arbeit. Der Gerichtshof ist das Herzstück dieser Organisation, und es ist für uns hoch und heilig, und wir müssen alles tun, um diese Institution zu verteidigen. Ich will danken den mutigen Menschenrechtsverteidigern und Menschenrechtsverteidigern, die oft hier auf den Fluren sind und die wir, glaube ich, zu wenig würdigen. Es ist ihr Einsatz, mit Leib und Leben, mit Freiheit und mit dem Preis der eigenen Unversehrtheit, sich für Menschenrechte einzusetzen. Und wir müssen alles tun, um diese Menschen zu schützen. Und ich will mich bedanken, wie auch schon die Präsidentin, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser großen Organisation. Ohne die wären wir alles nichts. Wer sich davon noch mal ein Bild machen will und das noch nicht gemacht hat, soll nur hochfahren in die 6. Etage. Wenn man dort auf den Fluren unterwegs ist, dann sieht man die Poster, die Sticker und die Bilder, die davon sprechen, mit welcher Empathie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei sind und mit welcher großen Kompetenz. Ich will schließen mit Primo Levi, mit dem ich auch begonnen habe. Und das, glaube ich, wirft auch ein ganz gutes Bild auf die Zukunft unserer Organisation. Primo Levi hat nämlich auch gesagt, die Ziele des Lebens sind die beste Verteidigung gegen den Tod. Und deswegen alles Gute dem Europarat zum 70. Geburtstag. Je donne maintenant la parole à Monsieur Rick Dems, président de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous savez, ce matin, j'avais un beau discours, mais Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, je me suis mis à penser sur c'est quoi en fait l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et il y a 3 mots-clés là-dedans. Il y a un mot qui est assemblée. En fait, ça signifie être ensemble, tous ensemble faire quelque chose. Il y a aussi le mot parlement. Là, c'est facile en français. Il y a le mot parler, dialogue. Par contre, quand je le mets un peu en anglais, ça devient tout autre chose. Parce que quand il y avait des partis qui étaient en conflit, en anglais, on disait « let's parley ». Parley in English means basically solve a conflict. Donc parlement n'est pas seulement parler, n'est pas seulement dialogue, mais c'est résoudre des problèmes, tous ensemble de la Assemblée parlementaire. But there is more. I also started to think about Europe. What is Europe? Well, you could go back into history and say, where does the word come from? But basically it comes from Arab. I don't know if you know that. It's an Assyrian word, which basically means that's the place where the sun goes down. We translated that into the West. Now that depends on where you stand, because if you're standing in the Philippines, Strasbourg is not exactly the West. I mean, you have to pass by many countries, which is why I dare to say that we should leave a bit this concept of West. By the way, if you go from Porto to Vladivostok, how can you say about West and East and only about West? You cannot. And so I started to think about, is there something like a European identity? What a difficult and dangerous word, identity. I think there is. I think there is something like European identity, only it is basically defined by unity in diversity. So it's not normative. It's not that I have an identity that you have to follow. No, it's unity in diversity. And when I come back to what Churchill has said, United States of Europe, I got figuring that states have borders, but values do not have borders. And so basically, when we're talking about Europe, we're not talking about countries. We are talking about values. That is what we are talking about. We're talking about dignity. Basically, we're talking about equality. We're talking about liberty, dignité, égalité, liberté. That is what we are talking about. And that is something that we all in this House should be defending, should value, should
basically uphold all of us. This is why, Madam President, Madam Secretary General, all colleagues, I've got this thinking that basically the Council of Europe, it's not some kind of the United States of Europe. It is not. That might be the European Union or something else. My feeling, it's not the Council of Europe. My feeling is that this house, this temple of democracy, basically is the Council of the Europeans. Because again, states have borders, values do not. And so when someone would ask me outside or inside, who are you, what are you? I would tend to answer, well, I'm a European. And my wish for the future would be when any one of you would get the same question, I would really hope that you would answer, me too, I'm a European. I also am a European. Thank you. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ian Liddell-Granger, président du groupe des conservateurs européens. Well, colleagues, thank you very much indeed. It was quite surreal just when you were speaking, Madam President, to see Sir Winston Churchill standing there, and you paraphrase what he said, because he did speak rather long-windedly. And basically what he said is after a generation of terrible wars, we had a chance to set ourselves above that and to bring Europe, which had been at war for 1,000 years, together. And that's what this place is about. This is, you've already heard from three of my co-presidents, and you will hear from Tini after me. We should be proud of what the people before us did, from all countries of Europe, because they had an aspiration, because most of them had suffered terribly in 2 world wars. They understood what was necessary to bring Europe together. And that challenge is now the challenge that we face as a generation that has never known a war, not of that scale. Yet here we are in 2019, where we have countries boycotting the Council of Europe. We have countries who are not paying the money they should to the Council of Europe. We have uncertainty, as Rick put very eloquently, across Europe as to what the role of Europe and where we are going in Europe. I stand before you as a Brit. We have 1 or 2 local difficulties over Europe. And that is our problem. We're here to unite through democracy, human rights, culture. So much of what we believe in. I'm fairly new to the Council of Europe, and my colleague Tina has been here twice as long as I have, but understands the ramifications of where we are heading in the future. No organisation, no matter how good or bad it is, has a right to exist anymore. We were superseded in many ways by the UN and other organisations. We do have brilliant abilities here. European Development Bank. A lot of you may be sitting in here going, what on earth is he talking about? It has 25 billion euros under funds. It does an enormous amount of good work. Huge amount of good work. And it is probably a shining example of European integration as to what we can do with money that we get from our governments channeled in a different way. But yet again, I will say to you this. If you look at the way we operate as an organisation, we haven't greatly changed since the 1950s. Our predecessors in that time would recognise a lot of the stuff we do. And the questions I would ask to you, Madam Secretary-General, and to you, Madam President, is this. We need to modernise. We need to look to the future. We need to compete, not, I mean physically, obviously, with other organisations. I've just come back from Uganda, where I was at the Commonwealth Parliamentary Conference, 58 countries. We spend our time talking about how can we better, where do we put our money? Britain alone gives nearly £13 billion sterling in overseas aid. Many other countries do the same, but they're phenomenally generous. Now, why are we not tapping into that? And I would ask you this, and I will leave you this. Do we do too many reports that nobody reads? Are our reports intellectually rigorous enough to stand what is now the international norm?
Are we too much of our times looking at our tummy buttons and talking to ourselves? The 70th anniversary of Monsieur Macron stood in this place a couple of days ago was not reported across Europe, as far as I can make out. In France, they were very pleased. I was told that there was a 70th anniversary. Unfortunately, it was China, not us. So therefore, our challenge is the challenge of taking us forward to be, dare I say it, relevant in the 21st century. And that is up to all of us. Our failure is countries boycotting. Our failure is money not being paid. Our failure is not being listened to by the countries of Europe. And that is the challenge we will face over the next generation. It won't be us that has to finally probably make that decision, but it should be us that leads the charge for the future of the Council of Europe, because we don't. In 70 years' time, I worry where we will be. But I have faith, I have conviction, and I have an ability to think that, yes, together, as parliamentarians, as people who make this place what it is, that we together will lead us to a place we've got to get to. And I say that because a lot of citizens of Europe will depend on us. We fail them. We succeed, they will have our protection, and they should always have a protection. We are parliamentarians, we understand elections, we understand people, and we should use that as the basis of our future. Thank you very much indeed. Je donne maintenant la parole à Monsieur Tiny Cox, président du groupe pour la gauche unitaire européenne. Madam President, Madam Secretary General, ambassadors, dear colleagues, it is inspiring for me to see how we are here together in this hemicycle, where we are allowed, because our governments and our parliaments signed and ratified at a certain moment the Statute of the Council of Europe and the European Convention of Human Rights. To be here is not for free, it comes with obligations. According to the statute, the goal of the Council of Europe is to bring greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realizing our ideas and principles, the principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons of human rights and fundamental freedoms, as well as to ensure economic and social progress in all our member states. That is written in our statute. Membership obliges all member states to contribute to this greater European Union, says the statute. The fundamental rights and freedoms of which the statute speaks have been formulated in the European Convention of Human Rights and are under the oversight of our European Court of Human Rights, which we have granted the right to make binding verdicts in cases brought before the court. By citizens from Vladivostok to Reykjavik, from the North Pole to the Mediterranean. A unique construction this Council of Europe is. Madam President, Madam Secretary General, we politicians, we are able to understand the uniqueness of this Council of Europe and the challenging promise it is to all our citizens to have a better and a safer life. But we, as politicians, are also aware that it's far more easy to promise than to deliver. In spite of the commitment to greater unity in Europe, to the benefit of our citizens, we often see greater divide to the detriment of our citizens. And in spite of the binding obligations for all member states to respect the fundamental freedoms and rights of our citizens, we far too often see these rights violated and these freedoms taken away from our citizens by our member states. We have to be fair. We politicians too often fail to deliver on the promises that we made to our citizens, and we should feel responsible for that. Madam President, Madam Secretary General, if we want, 70 years after the birth of this Council of Europe, still work on greater unity between our 47 member states, we have to accelerate our efforts to become more effective and more inspiring, as the colleagues already said. We have a great acquis
of over 200 conventions, many instruments and organs, and the possibility to develop new conventions, to make existing conventions better and make new agreements and instruments. We are not empty-handed in the Council of Europe. By adopting last April a resolution and a recommendation on the main challenges for the future, we gave ourselves as Assembly a clear but demanding roadmap for the coming years. Let us now, while celebrating our 70th anniversary, oblige us once again to act in line with these decisions we took and work even harder for the greater European Union unity in the future in order to promote and protect the rule of law and the fundamental rights and freedoms of our citizens. Our Council of Europe has a great past. I had the chance during the past 16 years to study it, and I have seen in how many member states the Council of Europe and its efforts, its conventions, its help has really helped to make the life better for our citizens. It is not often in the newspapers, but if the only goal would be to be in the newspapers, we should become something else than politicians. The goal is to do what we promised to our citizens, and the Council of Europe has delivered quite a lot. I think, Madam President, Madam Secretary General, we can be proud that we have a great past. It's now time to take care and to work all together to have a great future. We can if we want. I'm honored to be a member of this Assembly. I'm honored to have the possibility, so many times in a year, to talk with all of you, whatever different opinions that we have. And I hope that in the future, Madam President, Madam Secretary General, we will move away from considering this hemicycle as a battleground for geopolitical struggle and to make it ever more an innovative factory where good ideas to the benefit of our 830 million citizens can develop into working instruments. Once again, we can if we want. Thank you very much. Mes chers et chers collègues, chers amis, nous arrivons à la fin de notre cérémonie. Je voudrais encore remercier les présidents des groupes politiques, ainsi que vous toutes et tous qui nous avez rejoints dans cet hémicycle pour votre présence et votre participation, qui témoignent de votre engagement en faveur de l'Assemblée parlementaire et du Conseil de l'Europe. Cet engagement est particulièrement important après la crise que notre Assemblée et le Conseil de l'Europe ont traversée. Je le disais à l'ouverture de notre partie de session, je suis profondément convaincue que si nous avons réussi à surmonter ces difficultés, c'est grâce à notre volonté de dialogue, grâce à notre profond attachement à la mission politique qui est la nôtre, garantir et protéger les droits et les libertés de l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Cette mission politique nous unit et donne un sens à notre travail commun. Le dialogue nous permet de mieux nous comprendre, d'atténuer nos différences et de rechercher un agenda commun pour avancer ensemble. En tant que présidente de l'Assemblée, je ne ménagerai aucun effort afin de faciliter ce processus et je compte sur votre soutien à toutes et tous. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose maintenant de vous lever et d'écouter l'hymne européen qui conclura cette cérémonie.